Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision Grande Vision Héritage bien sûr avec des thématiques intéressantes sur la table. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, l'opposition est-elle en débandade? Donc c'est la question que nous allons tenter de nous interroger. Frank Diongo qui est donc du côté de Kigali, dit-il, à la recherche de la paix. Claudel Lubaya qui parle d'un exil forcé, contraint donc par l'administration actuelle. La demande avortée du dialogue de Martin Fayulu et surtout plus rien sur les terrains par rapport au constat que nous sommes en train de faire. Sommes-nous face à une opposition aux abois? Y a-t-il quelque chose de stratégique politiquement dans ce que l'opposition actuellement présente? On en parle. Et puis, c'est aussi un autre constat, c'est que la République démocratique du Congo est obligée de verser des millions de dollars tous les 5 ans, justement pour organiser des élections qui souvent, on le sait, sont d'ailleurs gagnées d'avance. Ces sommes d'argent qui auraient pu servir pour le développement du pays. Mais pour quel impact nous organisons aujourd'hui des élections? Et est-ce qu'on peut lancer un raisonnement que cet argent qu'on dépense pour les élections ne peut-il pas essayer d'améliorer le développement des communautés? Les élections en République démocratique du Congo, est-ce un coût ou une opportunité pour le développement? Ce sera donc aussi une question qui sera débattue au cœur de ces numéros d'ici direct. Mesdames et messieurs, vous avez le programme, nous avons les micros. Bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Ramsès Mouteba, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur JC. C'est un honneur pour nous d'avoir encore accepté une invitation pour participer à votre émission et avec des thématiques très sérieuses qui font couler de l'encre et de la salive en République démocratique du Congo, et également le peuple congolais où nos compatriotes attendent impatiemment pour avoir des éclaircissements. Merci, vous êtes au cadre de la COPOP. Bien sûr que oui. Merci. Maître Bijimbangandou, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonsoir, Monsieur Jean-Claude. Merci beaucoup de nous avoir invités à l'émission d'aujourd'hui pour un partage d'avis, un partage scientifique au vu des réalités qui traversent notre pays. Je vous présente comme un acteur politique ou un analyste politique? En fait, je suis, comme vous venez de m'appeler, Maître Bijimbangandou, je suis analyste politique et chercheur en droit. Ah, d'accord, merci. Alors, messieurs, avec vous, on va donc cheminer dans ce numéro d'ici direct. On s'interroge si l'opposition actuellement est aux abois ou c'est quand même un silence stratégique dans ce qu'elle est en train de faire. Il y a certains, comme Frank Diongo, qui a fait une virée du côté de Kigali. Il parle de la recherche de la paix. Parce que pour lui, la crise actuellement avec la République démocratique du Congo ne peut pas avoir une réponse militaire, mais bien politique et diplomatique. Il y a Claudel Lubaya qui aussi parle d'un exil forcé. Il est à l'extérieur du pays. Il y a la demande avortée justement du dialogue de Martin Fayulu. Et surtout sur le terrain, nous, les peuples, on ne voit rien, en tout cas en termes d'opposition. On a convié certains opposants, mais malheureusement, ils ont carrément décommandé vers la fin. On espère les avoir prochainement. Monsieur Ramsès Mouteba, comment vous, au pouvoir, vous regardez aujourd'hui l'opposition? Est-elle si faible ou elle continue quand même à vous faire peur? Merci beaucoup pour la question, Monsieur JC. Il est vrai qu'aujourd'hui, on ne doit pas être toujours politique, mais nous devons regarder avec un angle très scientifique. Oui. Parce qu'à un certain moment, nous nous disons, est-ce que le passé ne peut pas nous donner une leçon? On a toujours dit l'histoire également doit nous renseigner. Aujourd'hui, lorsque vous regardez tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et par rapport à certains agissements de certains opposants, vous allez comprendre que c'est juste la mauvaise foi. Et donc, si Frank Diongo, il y a Claudel Lubaya qui parle d'un exil forcé et l'autre a rejoint les mouvements rebelles en passant par le Rwanda. Ce qu'il a démenti, il dit qu'il n'est pas là pour rejoindre les mouvements rebelles, il est là pour chercher la paix. Écoutez, il est là pour chercher la paix en qualité de qui et de quoi. C'est pour cela, à un certain moment, même s'il faut mentir, il faut avoir réellement des arguments convaincants. Lui, Frank Diongo, avec beaucoup de considérations parmi les hommes politiques quand même qui ont fait les noms en République démocratique du Congo, qui ont les idéologies
des sphinx délimitées. Ouais, et vous allez comprendre que rejoindre la voie des armes, ce n'est pas une voie normale. Et c'est pour cela, vous avez vu, dans l'air pourtour ou dans l'air niveau, il y a ceux-là qui ne sont pas d'accord, même les opposants. J'ai vu même la réaction de vieux Vwemba. Il a dit qu'il n'était pas d'accord par rapport à la marche ou à la voie entamée par Franck Djongo. Oui. Et donc, si on est réellement congolais, on a organisé les élections en République démocratique du Congo, on a les institutions installées et ces institutions-là passent par les élections où la souveraineté du peuple congolais, d'ailleurs, à son article 5 de notre constitution, qui est la souveraineté, appartient au peuple congolais. À combien plus forte raison vous pouvez réunir les courages pour aller prendre les armes? Quand vous prenez les armes là, vous tuez qui? Vous avez peut-être, si je ne m'abuse pas, ils disent que non, nous allons chercher la paix. Quand vous allez chercher la paix se cherche par la voie diplomatique. La paix se cherche par les dialogues. Mais lorsque vous passez par la voie des armes, et donc la suite est que vous voulez que les sangs continuent à couler en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a déjà perdu autant de Congolais, plus de millions. Lorsque vous lisez les rapports de l'ONU, de toutes les organisations non gouvernementales qui se sont penchées pour faire les recherches dans le secteur sécuritaire, vous allez comprendre que nous n'avons plus droit à toucher les armes pour tuer nos compatriotes congolais. Si Franck Djongo, malgré qu'il a démenti après, mais aujourd'hui se retrouve au Rwanda, pourquoi il doit déjà entacher les démarches de la recherche de la paix à un pays qui nous agresse? Parce que le problème, il n'est pas seulement en interne, il est à l'externe. Le problème, il est tout à fait international. Mais prendre le courage, aller vers le Rwanda ou aller commencer le processus au Rwanda. Nous nous posons la question de savoir, il est parti en qualité de qui et avec quelle feuille de route qu'il va présenter au Rwanda. Et pour que Rwanda accepte également de retirer ces hommes sur la terre congolaise. Je reviens à vous. Monsieur Ngandou, comment vous analysez au fait ce que nous remarquons des silencieux dans l'opposition aujourd'hui? Est-ce qu'elle manque des forces pour essayer de jouer pleinement son rôle ou c'est déjà, ça fait partie de son rôle, ces silences-là? Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude, de la question posée. Monsieur Jean-Claude, nous devons d'abord rappeler à tous nos compatriotes, la politique, en fait, c'est un art. Sur la scène politique, nous avons la majorité et l'opposition. Ces deux parties prenantes sur la scène politique doivent à chacune d'elles savoir comment assumer ses fonctions ou soit comment jouer son rôle. À ce jour. Et puis d'abord, je rappelle à l'intention de nos compatriotes, l'opposition, c'est une organisation politique. Parler de la dispersion de l'opposition congolaise. Et moi, je dis non, l'opposition congolaise n'est pas en dispersion. C'est quelques éléments de l'opposition qui n'ont pas su assumer leurs fonctions en tant qu'opposants au pays, qui se sont dispersés, c'est-à-dire ils ont décidé de quitter les pays. Et puis parlons d'abord de l'exil forcé. Est-ce que c'est prévu dans notre pays? Nous disons non. C'est le choix de chaque acteur politique. Et moi, je vais dire que c'est le choix qu'a opéré chacun de ces acteurs politiques. Par exemple, je reviens sur quelques propos soulevés par mon co-débatteur ici. Je prends l'exemple de qui? Monsieur Djongo. Pour poser un acte, pour procéder, il faut être revêtu d'une qualité. Aujourd'hui, nous avons dans notre pays le chef de l'État. C'est lui qui a qualité de procéder par voie, bien sûr, diplomatique pour rechercher cette paix-là. Bon, on va continuer jusqu'à quand? Si c'est sa vision pour laquelle il est allé s'exiler au Rwanda. Il va continuer jusqu'à quand? Et comment est-ce qu'il va parvenir à faire quoi? À régler la question qui pose problème, qui est le casse-tête jusqu'à ce jour, qui se vit à l'est de notre pays. Pour prouver que l'opposition congolaise n'est pas en débandade, en dispersion, nous avons Constant Mutamba qui est au pouvoir, mais il est de l'opposition. Nous avons le cas de qui? Je prends l'exemple. Donc il n'a jamais cessé d'être opposant? Non, il n'a jamais cessé d'être opposant. Je rappelle que Constant Mutamba est parmi les signataires de l'FCC. Vous comprenez?
Il a été radié, vous connaissez l'épisode. Bon, c'est pas... Comme ce n'est pas le sujet pour le moment, c'est-à-dire, moi, je peux dire à ce stade que l'opposition congolaise n'est pas en dispersion. C'est le choix de certains acteurs de l'opposition. Mais pourquoi on ne sent pas cette opposition? On ne sent pas cette opposition, vous savez, là, la question de la compétence va maintenant être soulevée. Okay. Quand on ne sait pas quoi faire, on reste silencieux. Vous comprenez? Parce que l'opposition a pour mission de faire voir au régime en place cet acte est légal ou soit cet acte n'est pas légal. Oui. Mais dès lors que l'opposition se retrouve dans cette incompétence de mettre ses avis sur les actions du régime en place, et là, elle se retire. C'est ce que nous vivons à ce jour ici en RDC. Nous avons l'exemple de notre ex-gouverneur Moïse Katumbi. Aujourd'hui, il est en fuite. Il s'est soustrait du pays. Attention, il n'est pas en fuite. Bon. Il est en dehors du pays. Il est en dehors du pays. Ouais, voilà. Utilisons ce terme. Il va fuir pourquoi? Ok. D'accord. Là, la question maintenant, c'est-à-dire, la population connaît la réponse à cette question-là parce que c'est un sujet qui a battu record. Un sujet qui est à la une. Il connaît la raison et nous savons tous la raison pour laquelle il est en dehors du pays. On ne sait pas parce qu'il n'a pas communiqué. Bon, vous savez... Pour ceux qui suivent le foot, je crois Moïse est du côté de l'Éthiopie. Il participe à la 46e Assemblée ordinaire les pays ont ses institutions. Oui. Je prends l'exemple de l'appareil judiciaire. L'appareil judiciaire n'appartient ni à l'opposition ni à la majorité. Celui qui a un souci peut s'adresser à la justice. C'est notre justice. C'est la justice pour tout le monde. C'est-à-dire quoi? Si je m'estime en faute, la solution, c'est de se soustraire. Dire que l'opposition congolaise est en dispersion, c'est là et non. D'accord. Monsieur Ramsès Mouteba, comment vous expliquez cette faiblesse apparente de l'opposition? Est-ce que c'est vous qui êtes fort? Vous faites tellement bien des choses que vous avez gagné l'opinion en général et que l'opposition n'a plus, au fait, un public sur qui elle peut s'appuyer pour faire entendre sa voix? Ceux qui vivent aujourd'hui, c'est juste l'apocalypse parce que ça a été déjà prédit par les Sphinx délimité. Il avait dit les jours où IDP sera au pouvoir, on n'aura pas d'opposition en République démocratique du Congo. C'est pour cela aujourd'hui nous voyons que les opposants ne parlent plus le même langage. Quand il s'agit de dire que l'opposition est en dispersion, c'est vrai, ça se vérifie. Okay. Et vous allez voir que l'autre est de l'autre côté, l'autre à gauche, à droite. C'est-à-dire les opposants ont manqué quelle stratégie à se mettre d'accord pour ressortir même un chef de file. Je voudrais également éclairer la lanterne de la population congolaise concernant les devoirs de redevabilité. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que la population soit grandement informée. Lorsqu'on est nommé, peu importe, parce que dans les 3 devoirs de redevabilité ou dans les 3 catégories de redevabilité, nous avons la majorité, l'opposition, également la société civile. Lorsque vous regardez très bien, quand on parle de Constant Moutamba, il est ministre d'État et ministre de la Justice. Il vient d'où? De l'opposition. Aussitôt qu'il a accepté d'intégrer le gouvernement, il cesse d'être opposant. Et même ceux-là qui proviennent de la majorité, aussitôt qu'ils intègrent le gouvernement, ils cessent d'appartenir à une famille X ou Y. Ouais. Parce que quand ils doivent travailler et donner ou rendre les comptes, ils rendent les comptes au nom du gouvernement et au peuple congolais. Ils ne rendent pas les comptes au nom de leur famille politique ou au nom de la majorité ou de l'opposition. Voilà qu'aujourd'hui, il est vrai que à un certain moment, quand nous constatons ce qui se passe en République démocratique du Congo, on a tendance à dire que l'opposition n'existait pas. Et ça se vérifie même. Quand vous regardez tout ce qui se passe, le vieux Martin Fayoulou, il a demandé qu'il y ait dialogue. Dialogue rapidement. Et lorsqu'il a demandé qu'il y ait dialogue, étouffé par vous, hein? Étouffé par manque d'une substance qui accompagnait sa demande. C'est pour cela qu'on a trouvé que sa demande était tout à fait nulle. Et il n'a pas su éclairer la lanterne de la population congolaise sur prétexte c'était quel type de dialogue? Le dialogue politique ou le dialogue national? Lorsqu'il s'agit d'un dialogue national, et donc tout le monde devait participer. Oui. Un dialogue politique, pour quelle finalité? Oui. En République démocratique du Congo, depuis 1960 jusqu'à ces jours, nous avons connu plus de 100 dialogues. Et tous ces dialogues-là ont pondu le partage des pouvoirs. Et lorsque Félix Tshisekedi, du président de la République, il dit que nous n'allons plus aller au dialogue. Parce que quand nous allons au dialogue,
les hommes qui participent ou les opposants, ils sont là pour partager les pouvoirs. Ils sont là pour partager les gâteaux. C'est pour cela, vous allez comprendre avec nous, par manque de positionnement, Claudel Lubala parle de l'exil forcé. Et quand vous regardez les stratégies de notre pays, les gouvernements, et la manière dont notre justice fonctionne, Claudel Lubala ne peut pas parler de l'exil forcé. L'opposition d'aujourd'hui, elle est tout à fait simple. Elle est tout à fait facile par rapport à l'opposition d'hier. Hier, on a connu les pressions, l'extorsion, les détentions illégales, les arrestations arbitraires. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est pour cela, Claudel Lubala, en regardant très bien qu'il n'a plus un mot à dire au niveau ou au sein de l'opposition, le mieux à faire c'est quoi? L'exil forcé. Et si on posait la question à Claudel Lubala, qu'est-ce qui l'a poussé à aller à l'exil forcé? Il ne donnera pas la réponse. Non, il a dit qu'il y a une force derrière, justement. Alors, M. Ngandou, vous avez parlé des choix de certains de quitter leur pays. Ce sont des acteurs politiques. Jadis, Claudel Lubala fut député national. Il a longtemps été au sein de l'Union sacrée avant de faire son opposition. Qu'est-ce qui motiverait un homme politique de quitter son pays? Parce que vous avez parlé du choix. Pourquoi choisir de quitter le pays alors qu'il devait servir ici en Internet? N'est-ce pas quand même le régime est en train peut-être de verrouiller l'espace politique? Oui, merci beaucoup, M. JC. C'est à ce niveau-là que chacun d'entre eux dégage ses failles. Okay. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un homme politique peut fuir ici chez nous en RDC? Généralement, il vise les arrestations, des poursuites judiciaires. Dans la plupart des cas, ce sont les mêmes raisons que ces gens-là avancent pour quitter le pays. C'est-à-dire son absence, ou soit les choix opérés par lui de s'exiler au Rwanda. Il a ses propres raisons. Il peut donner les raisons qui sont superficielles, mais au fond de lui, il connaît pourquoi il a quitté le pays. C'est-à-dire, à cette question-là, à ce stade-ci, il n'y a pas les raisons pour lesquelles un acteur politique peut quitter le pays restent des convenances personnelles. Non, ce n'est pas le pouvoir qui verrouille l'espace. Vous ne voulez pas attaquer ça, puisque et mettre en avant un peu le verrouillage. Écoutez, M. J, ce n'est pas le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir qui les empêche ou soit qui les bloque. Je me souviens très bien, le chef de l'État, quand il a pris le pouvoir en 2018, tous les exilés politiques, ils étaient autorisés de revenir le pays. C'est pour faire la politique tous en étant sur place. C'est-à-dire, chacun d'acteur politique devrait normalement assumer son rôle en tant qu'acteur politique au sein du pays. Maintenant, quand quelqu'un refuse les choix, c'est-à-dire l'opportunité lui accordée par les garants du bon fonctionnement des institutions et qu'il quitte le pays, c'est-à-dire il a ses convenances personnelles. Il peut avancer des raisons de manière superficielle, mais son intention peut-être là, je ne sais pas. Vous comprenez pas ce stade-là. C'est-à-dire, tout le monde que vous avez énuméré ici, si nous leur posons la question à chacun donnera la même raison. Très généralement, quand ils passent dans des meetings, ils avancent toujours. Ils donnent des exemples en se référant sur Jean-Marc Kaboum. Ils donnent l'exemple, par exemple, en se référant sur Seth Kikuni. C'est-à-dire, nous comprenons qu'ils fuient le seul secteur qui est celui chargé de la poursuite quand il y a des fautes commises. Quand il y a des faits... Ou quand il n'y a rien, par moment. Présent? Quand il n'y a rien, il y a des poursuites. Non. Seth Kikuni, il n'a rien fait. Une poursuite ne peut pas exister sans qu'il y ait une cause. C'est-à-dire, les animateurs de la justice ne peuvent pas déclencher des poursuites étant donné qu'il n'y a pas d'effet. C'est même ça la différence entre la dictature et la démocratie. Dans la dictature, on n'a même pas besoin qu'il y ait quelque chose, on a besoin d'être ramassé. Non, il n'y a pas la dictature dans notre pays. Et ils disent ça, c'est ça. Bon, ça les engage que... Est-ce qu'on ne peut pas analyser sur ça? On ne peut pas analyser sur leur propos. Quand nous analysons les faits pour lesquels ces gens-là sont poursuivis, vous comprendrez très bien que ces faits-là tiennent debout et c'est pourquoi ils se retrouvent dans cet état. Ok, donc ils ont tout faux. Alors, monsieur Ramses Mouteba, est-ce qu'aujourd'hui c'est bien pour le gouvernement actuel d'évoluer sans opposition? Parce que là, toutes les lois vont passer et du coup, vous serez véritablement comptable du bilan qu'il y aura en 2028. Et donc, on n'est pas vraiment obligé d'évoluer avec ou sans opposition. Si les acteurs de l'opposition se décident d'arrêter la course à mi-chemin, c'est leur droit.
Et nous n'allons pas également inventer la roue. Lorsque vous regardez tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, également l'état des droits qui est mis en application, par moment les gens pensaient que l'état des droits, c'est faire du n'importe quoi. Or, au niveau de l'état des droits, on essaye de visser sur l'applicabilité de la loi. Ouais. Et on pousse également la justice de faire son travail. Et si aujourd'hui l'opposition s'est décidée, mais nous voyons également que dans les institutions, il y a les représentants de l'opposition. Parce qu'au niveau du gouvernement, on a vu que certains membres de l'opposition ont intégré et ils travaillent aujourd'hui pour l'intérêt du peuple congolais, de la population congolaise. Lorsque vous allez au niveau du Sénat, il y a les opposants qui sont là. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a également... Salomon, il n'a pas été élu au bureau du Sénat. Mais il n'a pas été élu. Ça veut dire que là, on est vraiment l'union sacrée partout. Et mais il n'a pas été élu. Cela ne veut pas dire que ces postes-là, parce que également, il faut faire les pour et les contre. Okay. Au niveau de notre texte sur la COPOP, nous disons que la politique, c'est un art, une science et un exercice. Lorsque vous ne savez pas très bien appliquer cette politique, vous allez tomber. Et qui a fait tomber Salomon au niveau du Sénat? C'est un autre sénateur qui s'est présenté au nom de l'opposition. Et ça, ce n'est pas notre problème. Et si lui, il s'est décidé d'aller en opposition avec lui, c'est leur problème. Et ils sont là. Pourquoi ils sont là? Parce qu'ils doivent quand même représenter les partis politiques, les regroupements politiques de l'opposition. Dire que nous allons évoluer sans opposition, cela ne peut pas venir de nous. Ça dépend de leur comportement, de leurs attitudes qu'ils peuvent vous présenter. Vous ne craignez pas d'être taxé d'un régime rigoureux, d'un régime fermé? Mais écoutez, il faut qu'on parle d'un régime rigoureux. Lorsqu'il s'agit d'un régime rigoureux, à ce moment-là, on essaie de remettre les trains sur les rails et on essaie de fixer les choses. Néanmoins, s'ils nous traitaient de dictateurs, et à ce moment-là, nous pouvons les poser la question de savoir la dictature se trouve à quel niveau. Merci. Et lorsqu'ils vont dire la dictature se trouve à quel niveau, nous allons encore revenir. Qu'est-ce que la Constitution nous dit? Et quelle est la disposition constitutionnelle ou l'article de la Constitution qu'on a violé pour parler de la dictature? Merci. Lorsqu'on essaie juste de respecter les dispositions constitutionnelles, les articles de la Constitution, on parle de la dictature. Et aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qui se passe, nous voulons juste que la justice fasse son travail et que l'état des droits ne soit pas seulement un slogan, mais que ce soit une réalité. Monsieur Ngandou, est-ce que vous partagez l'avis selon lequel aujourd'hui l'opposition, pas en termes de l'Assemblée nationale ou de la représentation nationale, mais en termes de la population, l'opposition est-elle minoritaire? Pensez-vous que toute la population congolaise a-t-elle, en grande partie, adhéré à la vision de l'union sacrée? Il s'agit d'abord de souligner que je ne vois pas une disposition qui prévoit l'effectif que doit contenir l'opposition et l'effectif que doit contenir une majorité. Oui. Non, il n'y en a pas, mais on sait que quand il y a un homme politique, on sait que derrière cet homme, il y a quand même une masse populaire. Vous savez qui ne dit mot consent. Et il y a dans ce cas où le silence vaut aussi l'acceptation. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire même ce qui se vit actuellement en RDC. Nous présumons que même l'opposition a adhéré à la vision du chef de l'État dans la mesure où elle n'est pas à même de donner certains réaménagements à propos de la démarche qu'entreprend le chef de l'État. Non, vous ne l'entendez pas, c'est ce qu'ils prétendent. Non, vous savez, si la procédure est mal utilisée, ou soit... Non, il y a Christian Mwando qui a beaucoup parlé au niveau de l'Assemblée à propos de l'ECOFIN et tout, mais il n'a pas été entendu. Non, il a été entendu. Okay. Mais la question qu'il faut se poser, quelle a été la réponse? La réponse qui lui a été réservée. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'opposition semble être silencieuse. C'est-à-dire, quand elle observe les actions menées par les chefs de l'État et toute son équipe, elle ne sait pas se retrouver. Elle est convaincue de l'action. Elle est convaincue des actions. C'est pour dire... Attendez, je vais parler. Oui, écoutez, je vais rappeler une chose. Aujourd'hui, en RDC,
quand j'ai lu toutes les actions menées par les chefs de l'État, je n'ai pas vu un ajout ou soit une soustraction qu'il a fait dans nos textes contenus en RDC. L'opposition acclame la dictature, la dictature. Comme venait de le dire mon co-débatteur ici. Il faut venir démontrer. Quand on ne sait pas démontrer, c'est-à-dire on est dans l'insuffisance des preuves. Et quand il n'y a pas la preuve, même l'action menée sera nulle. C'est ce qui traverse maintenant l'opposition pour le moment. Tous les textes, toutes les lois ont été déjà très bien élaborées avant l'arrivée du chef de l'État au pouvoir. Il a mis juste les mécanismes d'applicabilité de ces textes-là qui n'ont pas été, les textes qui n'ont pas été respectés antérieurement. Quand on les respecte à ce jour ici, là, il devient dictateur. Là, il a violé. Quelqu'un qui dit, tel a violé. Mais il faut prouver. C'est-à-dire, acteur, il nous combi proba sur la charge de la preuve appartient à celui qui allègue les faits. Mais si j'allègue les faits, je ne sais pas prouver. Comment est-ce que je vais obtenir gain de ce que j'allègue comme fait? Voilà. Nous disons non par rapport à cela. C'est-à-dire, l'opposition s'est retrouvée dans un déséquilibre, et en même temps scientifique, en même temps politique, pour persister sur la scène, sur le terrain des batailles. Merci. Voilà, messieurs, on va prendre la deuxième thématique. Il nous reste peu de minutes justement, mais on espère l'épouser aussi. C'est parti d'un constat. Nous organisons les élections tous les 5 ans depuis 2006, même si avant, sous Mobutu, il y avait également des élections. On commence d'abord par 2006. Ce sont des dizaines de millions de dollars. Par exemple, pour 2023, on parle de 660 millions investis par la République démocratique du Congo pour des élections qui ne vont durer que 5 ans, parce que qui donnent le mandat de 5 ans pour que le président mette en place justement son gouvernement. Il y a eu des tractations, il a même dit nommer un informateur et tout. Ce sont encore des coûts, mais pour quel développement? Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que la démocratie électorale représente-t-elle une opportunité pour la République démocratique du Congo ou un coût pour les développements? Monsieur Ramsès, est-ce que ça en vaut la peine d'organiser les élections tous les 5 ans? À cette question, je dirais oui et non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut très bien réfléchir concernant notre constitution actuelle, élaborée en 2005, où on est allé au référendum et puis validée en 2006. Cette constitution a été révisitée en 2011. On a révisité 8 dispositions constitutionnelles en 2011. Et quand vous regardez les faiblesses de la constitution actuelle, c'est ce qui nous pousse également à dire ou à revenir par rapport à cette grande thématique, ou cette grande question qui doit également pousser les intellectuels congolais à réfléchir. Certes, lorsque vous prenez également la loi électorale qui régisse la CENI, parce qu'à chaque fois, on cherche toujours les mécanismes à mettre en place, on cherche toujours à faire la géolocalisation, on fait toujours à faire des études et des études. Beaucoup de millions de dollars dépensés. Pour quelle finalité? Est-ce c'est pour un changement ou c'est pour faire ce qu'on appelle les cercles vicieux? Je me dis, la première des choses, il faut qu'on révisite la Constitution, qui d'ailleurs le président de la République s'est prononcé hier. Il a dit il est pour, mais on ne doit pas aller vite en besogne. Et donc, c'est un projet où on peut réfléchir à partir de l'année prochaine. Créer une commission des intellectuels qui doivent réfléchir pour donner des lois fortes à la République démocratique du Congo. Mais si nous avons des lois fortes et nous avons une constitution avec des soubassements purement congolais, à ce moment-là, cette question n'aura plus lieu. Quand vous regardez également par rapport à la mise en place du gouvernement, où on passe d'abord par la nomination d'un informateur avant de nommer le Premier ministre, c'est toujours les coups. Même si nous étions dans les régimes présidentiels, nous ne devons pas connaître cela. C'est que les gens oublient que même la France a connu ces problèmes. Le deuxième mandat de Macron n'a pas su, parce qu'il y a ceux-là qui voulaient faire la comparaison entre la République démocratique du Congo et la France. Mais la France, Macron, n'a pas su nommer facilement le Premier ministre. Pourquoi? Parce que lui là, il s'est retrouvé. Il avait perdu la bataille législative. Hein. Il avait perdu la bataille législative. Ça, c'est un problème très sérieux. D'accord. Nous devons révisiter la Constitution. Quitter le régime semi-présidentiel,
vers les semi-présidentielles. Non, vers les présidentielles. Quitter les semis vers les présidentielles. Les semi-présidentielles vers présidentielles, ouais. Ça sera une grande solution qu'on va donner à la République démocratique du Congo. Monsieur Ngandou, pensez-vous que la RDC a-t-elle bénéficié de ces cycles électoraux? Le fait d'échanger des hommes à la tête des institutions, le fait d'échanger des hommes à la tête de la présidence du pays, nous a-t-elle bénéficié, nous, Congolais? Monsieur Jean-Claude, je rappelle ici que l'organisation des élections, c'est une obligation constitutionnelle faite au chef de l'État en fonction avant l'échéance de son mandat. Tout à fait. De remplir cette obligation. Mais la question qu'il faut se poser, la Constitution a-t-elle laissé quel délai au chef de l'État pour bien organiser les élections? Parce qu'il ne suffit pas d'organiser les élections, mais il faut bien organiser les élections. Le processus électoral n'est pas une moindre tâche. C'est-à-dire, c'est une tâche très lourde qui demande une bonne préparation. Aujourd'hui, le mandat du chef de l'État est de 5 ans. 5 ans. Quand il est élu, il y a des procédures. Certains candidats introduisent leur opposition. Il y a trop de tiraillements au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, même le chef de l'État élu n'est pas encore en place très bien pour commencer l'exécution ou soit les bénéfices de son mandat. Oui. La démocratie électorale, c'est un principe qui veut à ce que tout Congolais, c'est-à-dire peu importe où il se trouve, mais dans les territoires, je souligne d'abord dans les territoires congolais, de manifester sa volonté ou soit d'opérer les choix, son choix sur les dirigeants. La Constitution stipule, le chef de l'État est élu au suffrage universel. Mais qu'est-ce qui s'était passé aux élections passées? À cause de l'impraticabilité de nos routes dans certaines contrées du pays, certaines populations de certains coins, et à cause des conflits armés qui se vivent à l'Est jusqu'à ce jour, certains de nos compatriotes n'avaient pas opéré leur choix. C'est-à-dire quoi? Les millions de dollars qui sont décaissés en RDC pour organiser les élections, il serait de bons procédés si les dirigeants, ou soit les régimes, affectent d'abord ces millions-là à l'aménagement, au désengorgement de notre territoire national. C'est ça. J'ai fait le voyage, pas si longtemps, au mois de juillet. J'étais parti en Angola. Mais le trajet que j'ai parcouru juste de Kolwezi jusqu'à Dilolo, mais il faut voir comment cette route est impraticable. Et pendant la saison de pluie, un véhicule peut faire 1 mois, 2 mois en route pour une distance de 450 km. C'est-à-dire les élections, ici chez nous, pour notre réalité. Ouais, c'est ça, oui, pour la réalité congolaise. Il faut organiser, mais il faut observer les temps, les timings qu'on donne aux détenteurs du pouvoir de mieux organiser cette élection-là. Le peuple congolais a besoin d'abord d'avoir les infrastructures. Les infrastructures constituent une base pour le développement d'une communauté. C'est-à-dire ces milieux qui sont décaissés là pour l'organisation des élections ne vaut pas les raisons d'être. Il faut regarder dans l'administration la dépense la plus prioritaire. La priorité, si chez nous en RDC, ce sont les infrastructures. Pas organiser les élections. Mais tout le monde se hâte à accéder au pouvoir. Pour quelle raison? Pour quelle motivation? Merci. Je reviens à vous justement pour conclure avant de prendre la rubrique carton. Monsieur Ramsès, dans 2 minutes avant de finir et prendre la séance carton, qu'est-ce que nous, Congolais, qu'est-ce que la population a gagné à avoir véhiculé justement sur la tête de l'État des gens qui ont géré? Qu'est-ce que les élections ont produit pour un Congolais lambda qui nous suit en ce moment, par exemple, du côté Bongonga? Qu'a-t-il gagné de ces élections? La première des choses est qu'on a retourné la République démocratique du Congo aux Congolais. Ça, c'est une grande victoire. Et cette victoire est passée par les élections. Au Congolais, comment? Je ne comprends pas. Je dirais les Congolais de père et de mère. C'est-à-dire nous étions gérés par les étrangers. Nous étions gérés par les étrangers. Vous êtes sans ignorer, même le président de la République l'a souligné hier, que la constitution que nous utilisons en République démocratique du Congo a été élaborée à l'étranger, par les étrangers. Et donc, vous êtes sans ignorer que même la constitution que nous utilisons, ce n'est pas notre propre constitution. Ce n'est pas notre propre constitution. Ça, c'est des 1. Des 2. Si on n'avait pas un Congolais à la tête de ces pays, on ne devait pas connaître toutes ces réalités. Et toutes ces réalités, ici, on ne devait pas les parler aisément. Et lorsque nous regardons très bien, le processus, le timing d'organisation des élections pose problème.
les temps accordés par la Constitution au président de la République afin de se pencher à cette question pose un sérieux problème. C'est pour cela qu'il faut que les Congolais réfléchissent. Les Congolais réfléchissent pour leur avenir. Qu'est-ce que nous cherchons en République démocratique du Congo? Nous cherchons le développement. Nous avons pris l'indépendance depuis 1960. De 1960 jusqu'à ces jours, 64 ans après. Qu'est-ce que nous avons hérité? Qu'est-ce que nous avons? Lorsque vous regardez l'Afrique d'ici, d'après l'indépendance en 1990, et comparativement à la République démocratique du Congo, il y a des vallées. Le développement est passé très vite. Mais en République démocratique du Congo, parce que à un certain moment, il y a eu des accords. Rapidement. Et ces accords-là ont bénéficié aux étrangers. C'est pour cela que vous verrez que l'homme congolais, l'opposant congolais, pour se sentir à l'aise, il pense qu'il faut aller derrière Rwanda. Parce que tous leurs discours concourent vers le soutien de Rwanda. Ils cherchent quoi pour combattre la République démocratique du Congo? La preuve est que même Franck Djomo, il quitte la République démocratique du Congo vers la Belgique, Rwanda. Beaucoup de gens qui ont rejoint Corneille Nangaa sont passés par la Belgique. C'est pour cela que vous allez comprendre que le Congo a été, la RDC a été grandement infiltré. Le complot est grand. La théorie du complot, nous l'avons déjà déniché dans notre pays. Merci. C'est pour cela que nous disons ceci. Nous allons aux élections, qui est tout à fait normal, un droit constitutionnel, mais nous devons également fixer certaines dispositions constitutionnelles afin que si nous allons aux élections, qu'on parle réellement de bonnes élections. Merci. Monsieur Ngandou, vous avez dit les élections sont un coût pour la RDC. Oui. Cet argent aurait pu servir à d'autres secteurs. C'est quoi l'alternative de gestion maintenant? Est-ce qu'on doit maintenant avoir un roi, un alpha oméga là, il reste éternellement, ou comment on fait pour changer les dirigeants à la tête? Monsieur Gis, si vous m'aviez très bien suivi, oui. J'ai dit les élections sont bonnes pour la RDC. Oui. Mais il faut observer l'échéance en déant, lesquelles ces élections doivent être organisées. Oui. Chaque 5 ans. Moi, je trouve que c'est aller plus vite en besoin. Au vu des obligations constitutionnelles qui incombent au chef de l'État d'organiser ces élections-là. Et puis la RDC a encore un grand travail à faire, surtout sur le plan infrastructure. Moi, je m'attelle trop sur les infrastructures parce qu'à ce jour, un dirigeant américain qui accède à la tête des États-Unis ne peut pas tenir son discours sur les routes, sur les ponts. Non. Pourquoi? Parce que les prédécesseurs avaient déjà vidé cette question-là. Au Congo, quand quelqu'un accède à la tête du pays, il y a plusieurs revendications. Les fonctionnaires revendiquent leurs arriérés, la population revendique la famine, la population revendique les infrastructures, c'est-à-dire il y a encore plusieurs chantiers dans notre pays. C'est-à-dire les élections, on ne peut pas avoir un monarque à la tête de notre pays. Normalement, président, mais lui accorder un temps de bien faire les choses. Parce que écoutez, vous savez quand le mandat du chef de l'État atteint juste 3 ans, là maintenant les opposants commencent à bousculer. Et quand on bouscule le régime risquerait de faire les choses en précipitation pour se conformer à l'obligation constitutionnelle. C'est-à-dire, pour accorder la chance à celui qui accède à la tête du pays de mieux faire les choses, il faut obligatoirement réviser d'abord cette disposition-là qui met chaque acteur politique qui accède à la tête du pays dans une obligation bousculée. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, pour vider cette question-là, nous devons revoir certaines dispositions de la Constitution. Mais allez là encore. De 5 à combien? Soyons, 5 à 7 ans? Non, écoutez, si aujourd'hui la Chine s'est décidée sur cette question-là, à combien plus forte raison pour la Chine, il n'y a même pas de limitation. Non, c'est ce que j'ai dit. Si la Chine s'est décidée, s'est prononcée, à combien plus forte raison la République démocratique du Congo ne peut pas également emboîter ces pas-là? On prend la rubrique carton et on finit.
Allez, on connaît tous les règles de cette rubrique. Monsieur Ramsès Mouteba, quel est votre carton d'aujourd'hui? Vous l'adressez à qui? Je prends les cartons jaunes. Ok, l'avertissement. Mon carton jaune est adressé au chef du gouvernement, Madame la Première ministre. Nous avons beaucoup compté sur elle. Ouais. Nous avons inventé les mérites de la femme congolaise. Nous avons dit qu'aussitôt que la femme est à la tête du gouvernement, on aura vraiment des grands changements. Mais nous les constatons pas avec déception parce que nous gardons encore un taux de pourcentage élevé, 60% que nous l'accordons, de mieux faire. Oui. Parce que quand vous regardez tout ce qui se passe, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de grèves. Les enseignants, les médecins, et même si on allait un peu très loin, si les policiers et les militaires grévaient aussi, on allait connaître cette situation. Pourquoi? Aujourd'hui, on ne peut pas appeler les gens au patriotisme à une pensée à sens unique. Le patriotisme commence par les hauts, par les sommets vers les bas. Okay. Tel qu'elle a demandé que les enseignants doivent être des patriotes, elle doit aussi militer pour la réduction des trains de vie des institutions. Merci, monsieur Ramsès, d'être passé dans Ici Direct. Monsieur Bijimba Ngandou, quel est votre carton et vous l'adressez à qui? Je prends le carton vert. Les applaudissements, si vous voulez. Ouais, ça va. Je prends le carton vert adressé directement au chef de l'État pour sa détermination réussie liée au respect de certaines prérogatives reconnues aux citoyens congolais. Je cite la liberté d'expression. Aujourd'hui, tout Congolais bénéficie de cette liberté-là. Je prends encore son respect lié à la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire moi, qui suis dans la profession, je vois comment il respecte ces principes constitutionnels liés à la séparation des pouvoirs. Chaque pouvoir assume ses fonctions. Il n'y a pas... Mais il y a les magistrats qui dénoncent les attitudes du nouveau ministre de la Justice. Ça ne nous échappe pas. Moi, mon carton n'est pas adressé au ministre. Mon carton est adressé au président chef de l'État. Si les ministres s'interfèrent dans les fonctions de la justice, ce n'est pas les chefs de l'État qui s'interfèrent. C'est vrai, vous êtes sûr? Oui, ce n'est pas les chefs de l'État. Ce sont des faux fouillants. Vous finissez rapidement. C'est-à-dire, je les félicite pour ces prérogatives qui sont reconnues constitutionnellement et il les respecte. Oui. Aujourd'hui, on peut se tenir sur les plateaux comme nous sommes là et mettre nos avis en tant que citoyens congolais. Non, Ici Direct existait avant 2018. Ça existait. Ouais. Vous donc comprenez, on recevait toujours. Non, il y avait toujours les hommes politiques qui venaient. En tout cas, merci à vous, monsieur, d'être passé dans Ici Direct. Dans 5 minutes, ma montre présent fort, vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera à 19h à Goma, 18h à Kinshasa. Merci et au revoir.